Julien Bigorne, j'aimerais que vous nous posiez d'abord le décor. On parle du parc d'habitation à bon marché parisien. Donnez-nous-en les principales caractéristiques. Alors ce parc d'habitation à bon marché, je dirais, c'est un peu la première génération de logements sociaux. En tout cas, c'est la première fois que la puissance publique s'intéresse au logement et donc instaure comme ça, enfin se lance dans la production d'un parc qui est très important puisqu'il faut faire face à la crise du logement. On est après-guerre, il y a beaucoup de logements détruits, insalubres, etc. Donc il y a un contexte historique qui est que euh, la puissance publique est un peu contrainte de se lancer dans l'aventure du logement social. Donc c'est un parc qui fait suite un peu aux initiatives privées, notamment qu'on a pu constater avec les fondations, en fait, hein, qui étaient on pense à la fondation Rothschild, le Body, qui étaient des fondations de grands industriels, de grandes fortunes industrielles. Donc les fondations ont posé un peu les principes de base des habitations à bon marché, c'est-à-dire c'était un logement hygiéniste. Voilà, donc il y avait quand même une pensée sociale, hygiéniste. Il y avait aussi la peur de l'insurrection, donc c'est un contexte aussi où les ouvriers se- sont un peu regardés comme étant des gens Facteur de risque. facteurs de risque, perturbateurs, enfin on pense à la Commune de Paris, etc. Hein. Et donc il y a l'idée aussi d'éduquer, enfin il y a toute une pensée comme ça qui est derrière ces logements-là, donc qu'on va constater dans la morphologie, c'est-à-dire dans la disposition des logements, on va bien voir que il y a un peu la pensée de la caserne hein, qui est derrière ça, c'est-à-dire qu'on contrôle les entrées et sorties, donc il y a toute une pensée qui est sur comment on adresse les logements, comment on fait des portes d'entrée, comment est-ce qu'on va faire des porches plutôt que des portes adressées directement sur rue, c'est-à-dire qu'on fait rentrer les gens dans les cours des immeubles pour pouvoir contrôler les allées et venues, etc., etc. Donc il y a toute une pensée de l'habitat qui se met en place à partir du début du XXe, on va dire, enfin en tout cas qui est théorisée à partir du début du XXe. Et d'un point de vue architectural, qu'ont-ils de particulier ces ensembles? Alors, du point de vue architectural, le gros du contingent à Paris, en tout cas, est fait entre deux guerres. Donc on est dans un contexte où le béton armé est fortement employé dans la construction. Donc toute la ceinture de Paris qui fait, on a 34 km de ceinture autour de Paris, donc on a la moitié en gros 17 km qui vont faire l'objet d'une implantation d'habitation à bon marché. Et on est dans un contexte effectivement où le béton armé est extrêmement mis à profit parce que c'est la technique du moment. En tout cas, c'est l'innovation technique majeure de l'après-guerre pour la construction ordinaire. Donc le béton armé est mis en œuvre comme une solution technique, je dirais, dans la construction ordinaire. Mais pour autant, toute l'écriture architecturale des HBM qui avait été codifiée avant-guerre doit être prise. C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage disent très clairement, voilà, on ne veut pas que le béton soit apparent parce que ça enlaidit les bâtiments. Donc il y a toute une philosophie de l'habitation à bon marché qui est issue de l'avant-première guerre mondiale. Et donc on va mettre en œuvre cette philosophie, en tout cas cette pensée de ce qu'est une façade HBM. Donc finalement, il y a un décalage déjà entre deux guerres, c'est-à-dire Ce que qui veut dire, pardonnez-moi, des revêtements briques. voilà, donc c'est-à-dire que la brique doit être apparente le plus possible et le béton armé doit s'effacer derrière la brique, c'est-à-dire qu'on ne doit pas pouvoir percevoir la structure. Alors, en fait, les architectes s'emparent quand même de ce sujet-là et les architectes vont jouer avec beaucoup de subtilité à faire rentrer quand même le béton armé dans l'écriture architecturale. Donc il y a un jeu comme ça où le maître d'ouvrage est très prescriptif et le maître d'œuvre va jouer sur toute une subtilité d'agencement entre la brique et le béton qui va donner la caractéristique justement à la fois sobre et extrêmement intelligente des habitations à bon marché. Mais c'est vrai que pour l'époque, on est quand même en décalage par rapport à l'innovation architecturale, l'avant-garde du béton armé, etc. Notamment avec ce qui se fait, voilà ce que font les frères Perret, Le Corbusier et compagnie. Voilà où on a quand même une pensée de l'architecture qui évolue beaucoup à cette époque-là, très rapidement. Et les HBM finalement sont un peu vus comme has-been à l'époque, c'est-à-dire qu'on produit des logements qui sont finalement qui font un peu qui rappellent un peu trop l'avant-guerre, en tout cas presque la fin du 19e. Donc on est sur des bâtiments qui sont assez mal vus à l'époque quand on les D'accord. importe.